Près de 80 000 élèves ont retrouvé le chemin de l'école ce matin. Des images de l'école primaire, du collège, du lycée, mais aussi des images du rectorat où des centaines de parents d'origine étrangère étaient présents ce matin pour tenter d'inscrire leur enfant. C'est peut-être le premier couac de cette rentrée. David Richet, le président de l'association des maires, sera notre invité. L'organisation des communes pour cette rentrée, mais aussi l'avenir de la mission locale. Il est également le président de cette institution. Passation de pouvoir à Paris. Georges Paul-Langevin a fait ses adieux au ministère de l'Outre-mer. Elle a passé la main donc à Erika Barrette, la nouvelle ministre des Outre-mer. Nous serons à Paris avec notre correspondant sur place. Bonsoir à tous. Une scène inattendue ce matin au rectorat. Des centaines de parents avaient rendez-vous pour l'inscription de leurs enfants. Des parents d'origine étrangère qui doivent passer par le CASNAV, c'est le centre académique pour la scolarisation des élèves étrangers. Seulement, ce CASNAV est fermé depuis le mois de mai pour des raisons de travaux. Regardez ce reportage réalisé avec Kerwin Alcide. C'est peut-être le premier couac de la rentrée. Et il s'est manifesté juste sous les fenêtres du recteur. Des centaines de parents d'origine étrangère inquiets pour l'inscription de leurs enfants en établissement scolaire. Il y a un côté assez de nids qui est fait, mais aussi dans la réparation. Ça veut dire nous, une allergie, vous savez que les décisions qu'on prend, qui ça va faire avec qui ça va faire. C'est ça. Habituellement, ils ont affaire au bureau du CASNAV, le centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés en Guyane. Seulement, les bureaux situés sur l'ancien campus Saint-Denis sont fermés pour travaux. Les inscriptions doivent donc se faire au rectorat, qui n'était manifestement pas prêt à recevoir une telle foule. Donc on s'en excuse, je veux dire, effectivement, nous on est désolés on est désolés. Ce qu'on veut, c'est que la communication peut-être passe mieux entre le rectorat et les familles qui arrivent. Il est certain que nous sommes dans l'obligation de l'accueil des familles avec leurs enfants et on va essayer d'améliorer pour que cet incident que l'on regrette ne se reproduise pas. Je crois qu'il faut quand même un délai raisonnable d'un mois, c'est-à-dire tout au long du mois de septembre, que va faire l'équipe du CASNAV? L'équipe du CASNAV va recontacter chaque famille, selon les profils bien sûr comme je vous disais, recontacter chaque famille pour leur donner un rendez-vous dans ces nouveaux locaux. On va reprendre le dossier avec ces familles et évaluer leur enfant en présence des membres du CASNAV. Cette forte augmentation d'élèves nouvellement arrivés en Guyane est liée à l'arrivée massive de migrants et produit les mêmes effets de longues files d'attente devant les administrations. Et pour près de 80 000 élèves, la rentrée s'est passée presque sans encombre. On commence un tour de Guyane des établissements avec d'abord la rentrée du collège Ribert-Néron à Rémière-Montjoly, un collège qui profite comme le reste de l'académie de l'entrée en REP+, en réseau d'éducation prioritaire. Voyez le reportage d'Aïd Légerma. Au collège Ribert-Néron, la reprise se fait au compte-gouttes. Il y a les élèves qui avaient hâte. C'est quand même un peu important à l'école vu que si on continue pas, après on n'aura pas de métier. Donc moi je vais continuer pour pouvoir faire le métier que je veux. Ma soeur était un peu stressée mais moi ça va. Et ceux qui auraient bien prolongé leurs vacances. C'est fatigant. Ah ouais déjà? Ouais. C'est comme si c'était hier que j'étais sortie. Je me suis habituée aux vacances. Ouais mais bon c'est terminé. Pour cette première année en réseau d'éducation prioritaire renforcé, le choix s'est porté sur une rentrée échelonnée avec la reprise d'une classe par demi-journée. L'accent est mis sur un encadrement individualisé auprès des élèves. Le but, c'est d'être le plus disponible possible, aussi bien pour les élèves que pour les parents, dans le cadre de cette rentrée. Ça concerne surtout un aménagement au niveau de l'emploi du temps. Les élèves, de ce fait, le jeudi après-midi, les équipes travailleront au niveau du réseau avec les collègues du premier degré. Ça veut dire aussi des projets beaucoup plus croisés avec les collègues du premier degré. C'est vraiment un travail collaboratif au bénéfice des élèves avec le premier degré. Pour les 10 collèges guyanais passés en REP+, cette année, c'est aussi la formation continue pour les enseignants et encadrants. Dans les faits, cela implique notamment des classes à effectifs réduits. Qui permettra du coup de pouvoir être beaucoup plus attentif à chacun et de les connaître plus rapidement, certainement, que si j'avais des classes à 28, 29, voire 30 élèves, comme c'était le cas dans le collège précédent où je travaillais. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Je vais évidemment pouvoir beaucoup plus facile repérer les élèves en grande difficulté dans une classe à 23 que dans une classe à 30 élèves. Diminuer les effectifs des classes implique davantage de professeurs. Cette année, le collège Ribert-Néron accueille 3 nouveaux professeurs principaux.
Et à quelques mètres de là, ce sont les lycéens du lycée Lama-Prévost qui ont repris les cours. Ce lycée, donc presque neuf, est déjà en sureffectif. Des bungalows ont dû être installés pour accueillir plus d'1 millier d'élèves. Regardez ce reportage tourné ce matin. C'est une scène incontournable à chaque rentrée. Le traditionnel appel des élèves par le proviseur. Les élèves de terminale professionnelle du lycée Lama-Prévost sont ensuite invités à suivre leur professeur principal. Vous remplissez les premiers rangs en priorité, s'il vous plaît. Et bien sûr, chacun a en tête ses nouvelles bonnes résolutions pour cette année. Qu'est-ce que tu penses faire pour cette année? Déjà avoir mon CAP, si Dieu le veut, et avoir une bonne attitude à l'école. Comment tu as trouvé cette première journée? Comme la première année, toujours ils nous ont rappelé les règles, et voilà, comme la première année. Vous me connaissez, non? Madame Jean-Baptiste. Le proviseur adjoint fait son discours d'accueil, un discours marqué par une grande sévérité. On aura un entretien dans mon bureau. Nous mettons beaucoup l'accent sur cette rigueur, ce cadre important, tout en étant bien sûr bienveillant. Mais les élèves doivent savoir dès le début de l'année qu'il y a un enjeu important et qu'il faut qu'ils réussissent et que nous sommes là pour les accompagner. Quant au professeur principal, il doit déjà faire face à un grand défi, celui de l'absentéisme. Pour ce premier jour de cours, déjà 4 élèves manquent à l'appel. Dans l'établissement, on a une politique vraiment très coercitive, à savoir qu'on les surveille, on fait des commissions d'absentéisme pour essayer de comprendre pourquoi ils sont absents. Et au cas par cas, après, on les accompagne pour qu'ils raccrochent et puis qu'ils suivent normalement. D'autant plus que dans ce lycée de Riemère-Montjoly, les places sont chères. L'établissement compte plus de 1100 élèves. Et depuis 2 ans, des mobil-homes ont été installés pour accueillir des classes qui vont de 30 à 32 élèves. On a dû demander à la CTG d'installer des salles supplémentaires. Donc ce qui a été fait, pas autant que j'aurais souhaité, mais on va quand même s'en sortir. Donc c'est un établissement quand même, cela fait 4 ans que je suis dans cet établissement. La population scolaire a augmenté de près de 50%. Ça va, mesdames? Les inscriptions sont d'ailleurs toujours possibles, même s'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Oui, c'est toujours en cours les inscriptions, parce que beaucoup de parents partent en vacances au mois de juillet et ils ne font pas les inscriptions en temps et en heure. J'ai pas de place en seconde. J'ai quelques places sur certaines classes de première, en première L et en terminale L, mais sinon en seconde, pas du tout. Malgré l'installation de 2 nouveaux mobil-homes pour cette année, certains cours généraux devront se faire dans des salles de travaux pratiques. Mais les conditions d'accueil de ce lycée restent optimales, un lycée qui est l'un des plus récents de Guyane. Et on poursuit ce tour des établissements de Guyane avec ces images de la rentrée à l'école Eliette d'Anglade à Cayenne. Comme chaque année, c'est un moment rempli d'émotions pour les parents comme pour les enfants. Écoutez ces réactions recueillies pour nous par Ayo Dedegerma. Ça va. Et, normalement, ce matin, il a commencé à 9h. Et il s'est bien adapté, ça va, le réveil n'a pas été trop dur. Et donc là, on veut de me féliciter pour lui. Donc il a été très sage, il n'a pas pleuré, donc c'est super. Bon, c'est vrai que il n'est pas à la cantine, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais avec le transport, ça va. Oui. Sauf les embouteillages, mais sinon ça va, c'est super. Elle a 4 ans. Elle est rentrée en moyenne section aujourd'hui. Ça n'a pas été dur du tout. Elle a été déjà préparée. Donc la veille, elle a été se coucher très tôt. Et puis voilà, le matin, elle a été réveillée par son papa tranquillement. Elle a pris son petit déjeuner. Ensuite, elle s'est préparée pour l'école. Ça y est. Non, moi cette année ça va. La première année c'était beaucoup plus difficile, mais cette année ça va. J'estimais que c'était toujours un bébé entre parenthèses, je dirais. C'était toujours mon bébé, donc j'appréhendais la rentrée. La première année, je me disais peut-être qu'elle va pleurer, peut-être qu'elle va chercher maman, comment ça se passera. Mais bon, ça a été pour elle, mais pour moi, c'était plus dur. C'est moi qui suis partie en pleurs. Oui. Qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? J'ai mangé et mes camarades, ils sont gentils. D'accord. Tu as une nouvelle copine cette année? Oui. Elle s'appelle comment? Noël. Voilà, et on continue de parler de cette rentrée des classes avec notre invité ce soir, le président de l'Association des maires, David Richer. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, évidemment, pour les 22 maires de Guyane, si je ne me trompe pas, la rentrée des classes est un moment important.
C'est un moment important et pour moi, il y a 2 temps forts pour un maire. Plusieurs temps forts, mais 2 temps forts où voilà, on est très vigilant. C'est le jour où on vote son budget, évidemment. Et puis voilà, cette rentrée des classes où on essaye de faire tous les travaux possibles pour que les parents soient contents, pour que les enfants soient contents, parce qu'ils vont passer presque une année entière dans cette classe. Donc vraiment, c'est un moment important et je crois que chaque maire fait sa rentrée dans différentes classes de ses bourgs. Moi, je l'ai fait ce matin sur Oura et les autres maires l'ont fait également, j'en suis certain, dans leur école à chacun. Alors on se rappelle d'une rentrée assez mouvementée pour les écoles primaires avec la rentrée en application de la réforme des rythmes scolaires. Ça y est, c'est digéré? Digéré, on n'avait pas le choix surtout, à l'instar du maire de Montjoly. Montjoly qui avait, à mon sens, et on le savait tous, qui avait déjà été précurseur dans ce domaine-là et qui a dû rentrer dans les rangs. Aujourd'hui, voilà, on est tous rentrés dans les rangs, j'en suis désolé. Mais il y a du bon comme il y avait du mauvais. Et je reviens toujours sur ce mercredi travail en plus, où encore des jeunes prennent la pirogue. Je reviens toujours dessus. Je sais que c'est exaspérant pour certains, mais je pense quand même à ces jeunes qui prennent la pirogue un mercredi de plus. Quand Madame la ministre Belkacem a monté dans la pirogue, peut-être que c'était sympathique, mais pour les gosses, quand il pleut autour ou dans la pirogue, ça l'est un peu moins. Alors, l'actualité, notamment liée à la vague d'immigration, nous a rejoint aujourd'hui avec cet afflux au rectorat pour l'inscription d'élèves d'origine étrangère. Est-ce que ça fait partie aussi des préoccupations des maires, autrement même que l'immigration et cet afflux nouveau, mais même la démographie, est-ce que c'est quelque chose qui est préoccupant pour les maires qui doivent faire face à ce problème ? Évidemment, restons dans le domaine scolaire. Nous, les maires de Guyane, sommes les seuls à faire une démographie aussi importante. Si on reste dans le domaine scolaire, en métropole, quand on ferme une classe, parce que là-bas, la démographie, il n'y en a pas, eh bien, quand on ferme une classe en métropole, ici, on en ouvre 2. Donc ça veut dire qu'avec les sous qui ne sont pas au rendez-vous, vous savez très bien que nos budgets sont en berne avec les dotations de l'État qui ont diminué. Donc malgré tout, on doit faire face à cela. Alors si à cela vient s'ajouter en plus de nouveaux migrants qui vont arriver, on l'a vu ce matin où finalement le rectorat est dépassé, ça va être très compliqué pour poursuivre une bonne éducation pour nos enfants, car une classe, ça coûte cher. Et il faut en mettre en œuvre, vous avez vu, les maires mettent des bengales en place, ils font les efforts qu'il faut, mais demain, on ne peut plus continuer comme ça et j'espère que l'État comprend cela. On a bien vu l'action du préfet d'un petit peu restreindre ce champ-là. Mais si cela continue comme ça, je vous le dis, on aura de graves difficultés. Donc des dotations pour faire face supplémentaires notamment financières. Et bien sûr, des classes ça coûte cher. Je vous dis, en métropole, quand on ferme une classe, on en ouvre 2 en Guyane. Quant à Saint-Laurent, c'est pratiquement un groupe scolaire que l'on ouvre. C'est pratiquement une ville nouvelle, 4000 habitants plus chaque année qu'il a sur sa commune, le maire de Saint-Laurent. Donc comment voulez-vous faire face à cela avec un budget qui est restreint, avec des dotations en moins? Je vous rappelle qu'on est voué comme les communes de métropole, qui, elles, n'ont pas une grande démographie comme la nôtre. Donc voilà, ça reste compliqué. On va ouvrir le volet de la mission locale qui est chargée aussi d'accompagner les jeunes dans leur formation et dans leur recherche d'emploi. Vous êtes le président de cette mission locale, une mission locale sinistrée financièrement avec presque 2,5 millions d'euros de déficit. Quel est l'avenir de cette structure? Alors, je rappelle que je suis là que depuis un an et que monsieur le préfet m'a demandé de prendre en charge ce dossier-là. L'avenir, écoutez, on l'a décidé en conseil d'administration, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra revoir les actions de la mission locale et surtout retrouver une situation saine au niveau budgétaire. Il y aura un plan social? Donc il y aura un plan qui va être fait, mais aujourd'hui ce qui est important, et il faut le respecter, c'est que la gouvernance, donc moi et mon directeur et ma directrice adjointe, ainsi que les financeurs qui sont autour, donc l'État et la CTG, il y a un travail qui est fait avec le comité d'entreprise, la loi l'oblige. Donc nous sommes en phase de négociation pour vraiment sortir le meilleur plan possible à fond constant. Ça veut dire qu'on n'a pas eu 1 euro de plus pour nos jeunes. Maintenant, avec ce même argent, je dis à fond constant, on doit faire pas davantage, ça sera compliqué, mais aussi bien. C'est pour ça que l'on se bat. Aujourd'hui, il y a ce travail qui est fait avec ces agents. Est-ce que la mise en place de la CTG a permis d'avancer sur ce point, sur des nouvelles voies de financement de la mission locale? Écoutez, aujourd'hui, je suis arrivé il y a 1 an à ce poste de président. Aujourd'hui, je n'ai pas 1 euro de plus. Et je rappelle, cela me déçoit, puisque aujourd'hui, on suit 5 000 jeunes par an, alors qu'on devrait en suivre 14 000. Ça veut dire qu'on en a 10 000 qui restent sur le carreau. On parle de démographie, ça veut dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et quand on parle aujourd'hui d'insécurité, on le voit bien, il n'y a pas que cela comme cause, mais quand un jeune aujourd'hui n'a pas de travail, quand il ne peut même pas être sur la mission locale ou même juste être orienté, eh bien demain, il ne faut pas qu'on s'affole quand ces jeunes-là, malheureusement, tournent mal. Alors, on va
parler un peu de politique en quelques mots à l'approche des élections présidentielles et législatives. On voit les différentes candidatures qui se prononcent depuis ces quelques temps. Ici même, Gabriel Serville, Madame Prévost-Madère, peut-être vous, candidat à la députation. Vous savez, l'heure n'est pas à cela. Je suis maire de Roura, président de l'association des maires. Le préfet m'a demandé de prendre la présidence de la mission locale. Je suis également vice-président en développement économique sur la CACL. Donc écoutez, c'est une question qui aujourd'hui est dans l'air, j'en entends beaucoup parler. Et dans l'air? J'entends parler de M. Richer ici et là, donc je ne pense pas, en tous les cas, apporter plus de... Vous avez peut-être une décision à prendre, elle sera prise d'ici quand? Non, écoutez, on verra bien. Aujourd'hui, c'est la rentrée, vous avez vu, on a passé une journée pas pénible, agréable, mais on est toujours sur le qui-vive. Donc je suis content, c'est bien passé à Roura. J'espère que pour les autres maires, c'est bien passé. Et puis on a beaucoup de priorités en ce moment. Vous parlez de l'immigration, les dotations qui sont en berne, le pacte d'avenir, vous l'avez suivi, qui a été annoncé par le président Hollande en 2013, et on en parle encore aujourd'hui avec des moyens très restreints. Donc voilà, tout ça me préoccupe avant tout. Je pense que sincèrement, que mes compatriotes aujourd'hui veulent de l'action au-delà qu'un homme se positionne ou non sur son avenir politique. Je crois qu'aujourd'hui, on doit démontrer quand même d'être sérieux à son boulot, et ce que j'essaye de faire en tout cas. On retiendra ce soir, donc la question de la candidature de David Richer est en l'air pour les législatives. Merci beaucoup David Richer d'avoir accepté notre invitation ce soir. Direction Paris maintenant pour cette passation de pouvoir au ministère de l'Outre-mer. Georges Paul-Langevin a donc passé la main à la réunionnaise Erika Barreit. Voici le reportage de notre correspondant sur place, Éric Dupuis. Une grosse voiture et beaucoup de monde pour l'accueillir, c'est certain depuis mercredi matin. Erika Barreit entre dans une nouvelle dimension. La passation de pouvoir, c'est un moment particulier pour les employés du ministère, mais aussi pour ceux qui accompagnent la réunionnaise depuis ses débuts. En 2003, on était sur la formation des cadres du PS tous les deux à préparer les élections départementales de 2004. Vous voyez un petit peu le chemin parcouru. Un chemin qu'elle n'est pas prête d'oublier d'ailleurs. Elle le partage déjà et non sans émotion avec ses nouveaux collaborateurs. Moi, ma grand-mère, elle n'a pas connu l'école. Ma mère, trop peu. Et moi, je suis allée à l'université. Pour la Guadeloupéenne, c'est la fin d'une séquence de 2 ans et demi. Pour sa dernière prise de parole, l'émotion est là aussi très palpable. Je voulais vous dire à tous au revoir, vous remercier de votre présence, de votre amitié que j'ai sentie souvent, de votre compétence pour tous ceux qui ont travaillé avec moi, et vous dire que c'était un très beau moment. À peine le temps de s'installer, c'est à l'Élysée que doit se retrouver Erika Barreit. Elle sort en premier du Conseil des ministres, sous les feux des projecteurs. Toujours un peu d'émotion, mais enfin très concentré. Nous sommes sur des sujets importants au niveau national, bien sûr sur l'emploi, sur l'économie, la rentrée scolaire, et puis pour nous le sujet de cette égalité réelle. Madame, s'il vous plaît. Plus de flash, plus de travail et plus de pression aussi. La réunionnaise semble cependant être pleinement consciente des enjeux de sa nouvelle vie. Avant de se quitter, direction la Martinique avec cet espoir sur le front du chlordécone, une chercheuse des universités des Antilles de la Guyane, de l'université des Antilles, aurait démontré que les poissons contaminés par le chlordécone pourraient redevenir sains. Voyez ce reportage d'Isabelle Hameau. C'est ici, dans ce laboratoire, que 2000 poissons marins d'élevage, appelés les alevins d'ombrine, ont été placés en aquarium d'eau de mer pour être contaminés. La contamination s'est faite en moins de 24 heures. Tout s'est fait en milieu contrôlé dans le laboratoire, dans une salle climatisée, dans des aquariums. Donc on les a d'abord contaminés par de la chlordécone qu'on a nous-mêmes rajouté dans l'eau. Donc ça nous permet aussi d'avoir une idée de la cinétique de contamination quand le poisson est mis en contact avec la chlordécone. Donc ça donne des informations. Et ensuite ces poissons, une fois qu'ils ont été contaminés, on les a mis dans de l'eau non contaminée par de la chlordécone, donc de l'eau propre, de l'eau de mer normale. Et en fait on a fait des prélèvements après plusieurs jours, 1 mois, 2 mois. Et quand les résultats sont arrivés, on s'est rendu compte qu'au bout de 30 jours, il y avait 60% de la chlordécone qui avait disparu. Et au bout de 2 mois, c'est 90%.
Donc ça veut dire en fait qu'on passe de 140 microgrammes par kilo de poids frais de chlordécone dans la chair de poisson et on descend en dessous de 6 microgrammes, donc en dessous des limites d'interdiction de vente en termes en consommation. Une expérience remarquable qui démontre que le poisson a la capacité de se décontaminer du chlordécone, un espoir pour les pêcheurs confrontés à ce fléau. Reste à confirmer l'essai sur une autre espèce. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que sur la chlordécone, les pêcheurs, ils entendent beaucoup de mauvaises nouvelles. Après, il faut relativiser, c'est sur une espèce et en plus, ça a été fait sur des alevins parce qu'il n'était pas question d'aller prélever des organismes marins ou des poissons dans le milieu naturel. Déjà, il fallait être sûr de leur contamination et ensuite de les mettre dans des aquariums petits, trop petits pour eux. Donc en fait, on a fait ce choix-là d'avoir 2000 alevins en aquarium qu'on a pu comme ça élever pendant presque 3 mois. Maintenant, effectivement, il faut le confirmer peut-être sur d'autres espèces ou effectivement envisager peut-être une petite manip sur une espèce qu'on pourrait effectivement lancer en milieu naturel. Mais alors, quels sont les processus mis en place dans les cellules du poisson qui favoriseraient l'élimination du chlordécone? Selon la chercheuse, 2 théories sont envisageables. Soit la chlordécone est éliminée directement par des voies, il existe des systèmes de détoxication qu'on a également nous en tant qu'être humain. Et ensuite, la chlordécone peut rester à l'intérieur de l'organisme et dégrader en molécules plus petites que la chlordécone. Donc quand on dose la chlordécone, elle n'est plus là, mais en fait, elle existe par exemple sous forme de métabolites. Mais ça, c'est inconnu. Donc il y a des travaux encore de recherche à mener sur ces thématiques. Le travail est loin d'être terminé pour cet enseignant-chercheur et se poursuivra avec une expérience similaire en milieu naturel sur la langouste. Reste à trouver les financements nécessaires pour ce type de projet. C'est surtout les analyses de chlordécone qui coûtent très cher. Chaque analyse a un coût à peu près d'une centaine d'euros, donc il en faut une centaine, ou même voire des fois de 150 pour tout le projet. Je pense qu'avec 50 000, 80 000 euros, on pourrait effectivement mener cette étude. Avis lancé au potentiel financeur. Voilà, c'est la fin de cette édition. On revient tout de suite sur l'actualité du jour. Cette rentrée des classes pour plus de 80 000 élèves en Guyane. L'image donc de rentrée au collège, au lycée, mais aussi au rectorat où de certaines de parents d'origine étrangère étaient présents ce matin pour tenter d'inscrire leurs enfants en établissement scolaire. Nous avons reçu David Richer, le président de l'Association des maires de Guyane, les maires qui font toujours face à cette démographie importante. David Richer, qui n'est pour le moment pas candidat à l'élection législative de 2017. Et puis, vous l'avez vu, la passation de pouvoir à la rue Oudinot à Paris entre Georges Paul-Angevin et la nouvelle ministre des Outre-mer, Erika Barreit. Une passation de pouvoir qui s'est effectuée hier avec beaucoup d'émotions. On l'a vu. Voilà pour l'information locale. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve demain. Merci de votre fidélité.